Bonsoir, Bon. comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, je te remercie. Alors, aujourd'hui, on va préparer tout simplement le brevet en faisant un entraînement. Donc, D'accord, un sujet qui est déjà tombé. On va le réaliser. Donc, il y a toute une rubrique compréhension, interprétation autour du texte. Ensuite, on a une partie de grammaire et de lexique, donc tout ce qui va être autour de la langue. Ça va nous permettre de revoir les bases de grammaire essentielles pour le brevet. Il y a également l'exercice de réécriture, bon, qui fait partie de toute cette question de grammaire, etc., de lexique. Il y a la dictée et l'expression écrite. Bon, on n'aura pas le temps de faire tout ça aujourd'hui. On va déjà faire la rubrique compréhension et grammaire. d'accord. Est-ce que tu as déjà fait un sujet type brevet? Soit un sujet zéro, soit un sujet qui est déjà tombé, etc. Oui, alors j'ai eu l'occasion, c'est vrai, de faire le sujet de l'année dernière, donc le brevet, de passer le brevet l'année dernière, voilà. Et j'ai fait aussi un entraînement avec l'école il n'y a pas très longtemps, justement sur un brevet blanc. Nickel. Bon, bah, on va voir ça. J'espère que tu as pas déjà vu ce sujet, sinon c'est pas forcément grave. Alors, c'est autour du moucheron et du lion. Ok. Une fable de La Fontaine. Est-ce que tu l'as déjà vue? Non, je crois pas, non. Alors, je te laisse tranquillement déjà prendre connaissance du texte. Donc là, si tu as des questions par rapport au vocabulaire ou à quoi que ce soit, tu peux me les poser, mais je te laisse tranquillement déjà prendre connaissance du texte. Ensuite, on en discutera ensemble. Et après, on va lire les questions et tout simplement, bah, on va les faire. D'accord. Donc, c'est le lion et le moucheron de La Fontaine. Puis, peut-être mieux. Voilà.
Il y a juste un mot que je comprends pas. Alors, dis-moi. Pardon, peut-être il est dans le lexique. Essaye de voir, j'ai pas pu t'afficher le lexique en même temps, mais évidemment, c'est normal que tu comprennes pas tous les termes. Donc, ils ont tout prévu, ils ont mis un lexique. Néanmoins, si c'est pas dans le lexique, n'hésite pas à me poser la question. D'accord. Oui, c'est dans le lexique, oui. Nickel, c'était lequel? C'était chétif. Ok. Est-ce que tu as fini de lire le texte ou tu as besoin que je te le remontre encore un petit peu? Je l'ai lu après. Oui, oui, j'avais une. Ah, alors je vais éteindre mon téléphone parce que j'ai beaucoup de notifications. Là, pas de Euh, souci, je t'en prie. hop, il est normalement, il est en silencieux. Euh, ce Est-ce que que je tu me te demande, retrouves dans le... Oui? juste ce que je me demandais, c'est alors c'est ligne 15, c'est pas un poème. Oui, c'est ça. C'est ligne 15, c'est bien ça. Ici, on est sur une fable, donc c'est des vers. Ah, donc c'est des vers, ok. Donc au vers 15, euh, finalement, c'est un peu une figure de style, le quadrupède. Il parle du lion, du coup. Ouais, c'est ça, c'est une D'accord. périphrase. Il parle du lion. Voilà. Tout simplement, le quadrupède, l'animal à quatre pattes. Ok. Est-ce que tu avais deux interrogations? Non, pas pour l'instant. Très bien. Je te laisse encore lire quelques instants ou tu veux qu'on passe aux questions? D'accord. Bah, peut-être que je vais regarder les questions à peu près, et puis après, je vais relire le texte éventuellement. Je sais Vas-y, pas. on dit comme ça. Alors là, tu as toutes les questions de compréhension. D'accord. Ok. Tu veux à nouveau le texte? Oui, pour éventuellement relire. Vas-y, je t'en prie. Ok.
Est-ce que tu as fini de relire le texte? Oui, j'ai essayé de le relire une deuxième fois. C'est bon? En entier, c'est bon? Oui, Nickel. Alors comme ça, on peut passer aux questions. Du coup, il y avait une illustration, mais on la regardera juste après parce que c'est les questions de la fin. Mais ça illustre la fable avec le lion, le moucheron, je sais pas si tu vois bien, il est là, d'accord. qui, et la toile d'araignée. Du coup, vers premier au vers 8, qui parle au vers un, à qui s'adresse-t-il? Déjà, est-ce que tu as bien compris l'histoire? Est-ce que tu veux essayer de me la raconter avec tes propres mots? Alors, c'est un lion qui méprise un moucheron parce qu'il est tout petit. Exact. Et le moucheron, il dit que même des bêtes plus grosses que le lion et plus féroces, eh ben, il arrive à les, pas les soumettre, mais si, les soumettre. Et après, le moucheron, il dit, enfin, le moucheron, vu qu'il est petit, le lion a du mal à le voir, et du coup, il est avantagé. Exactement, c'est ça. Et Et à la toute fin, qu'est-ce qui se passe? à la toute fin, bah, il Ouais, dit que le fait qu'il... avec l'araignée. Ah, ah oui, du coup, il dit que l'araignée, enfin, lui, il est tout petit, mais l'araignée, elle peut le dominer, enfin, Voilà. l'araignée, elle est au-dessus de lui, quoi. Elle peut le manger. Voilà, il s'est fait prendre dans la toile de l'araignée et il est mort. Vers un 8, qui parle au vers un, à qui s'adresse-t-il? Alors, je te laisse reprendre le vers un et du coup répondre à la question. Je ne pas zoomer. Ah, quand même. Mais il y a plusieurs personnages qui parlent. Non, juste au vers un, au premier, Ah, celui-là. Juste la phrase entre guillemets en fait. ah, c'est le...
Bah, c'est le lion qui parle. Exactement, c'est le lion qui parle. À qui s'adresse-t-il? Du coup, il s'adresse au moucheron, puisque c'est le lion qui parle au moucheron. Exactement. Allez, déjà, un point pour ça. Quelle réaction ce propos déclenche-t-il et pourquoi? Donc là, tu as le droit d'aller jusqu'au vers 8. Ok. Donc, quelle réaction ce propos déclenche-t-il et pourquoi? Dans toute la partie qui est en bleu. Ah, bah, il déclenche. Est-ce que dans une réponse, on pourrait citer, pas, faudrait pas commencer comme ça, mais on pourrait citer l'autre lui déclenche la guerre. Oui, exactement. C'est obligatoire de citer le texte tout le temps, D'accord. souvent, pour justifier tes réponses. Parfois, c'est précisé, parfois, ça ne l'est pas, mais il faudra quand même le faire. Vraiment. D'accord. Donc, enfin, le lion le méprise, du coup, il se sent en colère et bah, il dit que l'autre lui déclare la guerre. Voilà. À quoi tu vois que le lion méprise le moucheron? À quel mot en particulier? C'est dans la première citation, parce que déjà, excrément, donc c'est un mot péjoratif, Ouais, il y a une et, insulte, exactement. va-t'en, donc ça, donc déjà, ce sera un temps de l'impératif qui exprimera un ordre finalement, de s'en Voilà, aller. c'est ça. On a la présence de l'impératif, on a une phrase qui a l'exclamatif ici, on a une insulte et ici un adjectif péjoratif. Ah oui, En effet. Et du coup, l'autre lui déclare la guerre, tout simplement. Le moucheron a été piqué dans son orgueil. Enfin, il n'a pas accepté que le lion lui parle comme ça. Donc, il lui déclare tout simplement la guerre pour lui montrer qu'il vaut quelque chose. Très bien. Quel animal domine le combat? Justifiez votre réponse en relevant trois expressions dans ce passage. 9 à 29. Je bah, justifie la question. 9 à 29. Tu peux le dire si tu as déjà la réponse. je Donc, pense, mais c'est j'en suis pas sûr. Bah, je pense que dans ce passage, c'est le moucheron qui domine le lion, car il le pique à l'échine, donc ça doit être, au museau, l'échine, c'est, je me rappelle plus de la définition, mais c'est une partie du corps d'un lion, je crois. voilà comme le dos. Le dos, donc voilà, il le pique, et le fait qu'il soit petit, le lion ne peut pas l'attraper. Du coup, c'est Exactement. le moucheron qui domine le lion. Exactement. Est-ce que tu peux me donner trois éléments du coup du texte? Ok. Euh, Bah déjà, on pourrait dire que donc il le pique, donc avec au verre 20, tantôt pique à l'échine, tantôt au museau. Oui, nickel. Euh, au vers 23, 23, oui, 23, l'invisible trompe l'ennemi. Ouais, et regarde, l'invisible ennemi triomphe. Ah oui, et triomphe, du coup. L'invisible, ah oui, triomphe, pardon. Ouais, Un- nickel. Aussi, vers 11, fut le trompette, le héros surtout. ah oui, Entendre le héros. Il y avait surtout ça, triomphe. Et une troisième, du coup, tu m'avais dit tantôt le pic, alors je sais plus où c'est, tantôt le pic à l'échine, tantôt le museau, et il y en avait un autre, voilà, un avorton de mouche en 100 lieux le harcèle. Voilà, tout simplement. ouais, Donc, c'est exactement ça. Très bien. C'est pas bien compliqué une fois qu'on a compris le texte. Mais si je vois que c'est trop facile et que tu y arrives vraiment, vraiment vite, on va plus passer à la grammaire, comme ça te permettra de t'entraîner sur plusieurs choses. d'accord. Quelle tactique est utilisée par le moucheron 12 à 29? Quel en est le résultat? Moucheron 12-29. Alors, là, tu dois me donner exactement la tactique du moucheron. Donc, comment il s'y prend? Oui, c'est vrai, il le pique partout, mais il y a d'autres choses.
Est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait dire euh, le fatigue là-bas, le voilà sur les dents? Ouais, nickel. Alors, ici, la tactique du moucheron, dans l'abord, il se met au large. Donc, dans un premier temps, il va un petit peu plus loin, enfin, il s'éloigne du lion. D'accord, Ensuite, il prend son temps, donc il réfléchit. Il fond, donc il charge. En fait, il s'était éloigné pour prendre de l'élan pour charger. Il essaye de rendre le lion fou en le harcelant, donc en volant tout autour de lui. Il lui pique les parties sensibles, l'échine, le museau, voilà, au fond du naseau. Voilà, donc les parties sensibles, il essaye de lui piquer. Euh, voilà. la- Voilà. Ensuite, le lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut, mais et sa fureur extrême. Alors là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que le moucheron, il est tellement petit et il est tellement rapide qu'il va se jouer de ça. Donc en réalité, il va piquer le lion à un endroit et il va vite s'extirper. Et le lion, en voulant chasser le moucheron, il va tout simplement se donner des coups de griffe. ouais. Du coup, Des il va coups de se griffe. blesser lui-même finalement. Voilà, il va se blesser lui-même et il va être abattu par la fatigue. Voilà, nickel, on est tout bon. Bien sûr, il faudra citer le texte pour rendre tout ça très précis. D'accord. Comment le fabulisme met-il en évidence le mouvement et l'agitation du combat? Pour justifier votre réponse, vous vous appuierez notamment sur les verbes, les adverbes et le rythme des verbes. Alors ça, c'est une question que je conseille de faire au brouillon parce qu'il y a énormément d'éléments à repérer. Verbes, adverbes et rythme des verbes en plus. Alors, D'accord. il y a... Ah si, c'est de 9 à 29. Donc pour montrer l'agitation, je me rappelle juste. 9 à 29, du coup on prend tout ça. Donc là, c'est pas que des mots. C'est des verbes, c'est des phrases. C'est Ouais, c'est ça. Ils ont dit adverbe, verbe et rythme des verbes. d'accord. Juste une précision pour les adverbes, pour pas que tu cherches trop longtemps non plus sans avoir l'impression de trouver. Il n'y en a pas tant des adverbes, il y en a juste trois. Bon, Ah, d'accord. oui, c'était un petit peu piégeux comme question, mais il n'y en a pas énormément. Donc ne cherche pas dans le vide, il y en a juste trois. D'accord. Ce qui est important, c'est surtout les verbes et le rythme des verbes. Ah ouais, alors,
J'ai du mal à en trouver quand même. De quoi? Les verbes, les adverbes ou tout en même Bah, tout parce que en fait, je sais pas s'il faut, si c'est que si c'est les citations ou si on peut prendre que le verbe, par exemple. Pourquoi tu me dis ça? À quoi tu penses en particulier comme vers? Euh, Bah, par exemple, oui. Non, je sais pas si je citerai le bon vers, par exemple, mais là, je vois euh, et le héros, donc ça voudrait dire qu'il s- si c'est un héros, ça voudrait dire que du coup, Alors, ici, tu dois juste montrer l'agitation. Alors, on va relire la question histoire de l'avoir bien en tête. Comment le fabuliste, donc Jean de La Fontaine, met-il en évidence le mouvement et l'agitation du combat? Euh, pour justifier votre réponse, vous appuierez notamment sur les verbes, les adverbes et le rythme des verbes. Donc, on prend que verbes, adverbes et rythme des verbes. Le reste, on va les laisser de côté, sinon on va être hors sujet. Et on doit montrer l'agitation du combat. Donc, le fait que ce Ah, soit d'accord. quelque chose de très mouvementé. Si tu veux, je fais les adverbes avec toi parce que c'est assez compliqué. Les adverbes, en fait, il n'y en avait que trois. Et c'était du coup ces trois tantôt-là, Ok. tout simplement. Alors, je t'ai relevé les adverbes, les trois tantôt. Maintenant, tu dois me dire ce que ça donne comme effet par rapport à l'agitation, le fait qu'on ait trois fois l'adverbe tantôt. Ah oui. Bah, ce serait pas la répétition ou l'insistance. Non, je sais pas comment je pourrais le dire. C'est ça? C'est la répétition. C'est l'acharnement, c'est ce que tu voulais Ouais, dire. l'acharnement. Voilà, ça montre l'acharnement du moucheron. Et en plus de ça, ici, on a le mot harcèle. Donc, en effet, on est ici sur l'insistance, le harcèlement du moucheron, l'acharnement même. Donc, D'accord. ça montre un petit peu l'intensité du combat. Pour les verbes, c'est assez simple. Alors, je remets juste en bleu, histoire qu'on soit d'accord. Les verbes, maintenant, il faut montrer les verbes de mouvement, etc., d'agitation. Ah, Donc, on va les prendre ensemble. On a achevé. Bon, d'accord. celui-là, il n'est pas très intéressant. On a sauna, ça montre qu'il y a quand même pas mal de bruit. Et le bruit, souvent, ça montre l'agitation. Bon, on a vu, c'est pas non plus très intéressant. Il se met au large, prend son temps, fond, ça c'est très intéressant, fond. Autrement dit, il charge, Ah, rentre ok. son coup. Et il écume aussi. Ouais, exactement. Rugit, tremble. En fait, on va avoir plein de verbes liés, enfin des verbes d'action comme fond, écume, pique, triomphe, griffe. Non, griffe, c'est du coup un nom ici. Déchire, Ok. bat, etc. Et tout va être, on va avoir aussi tous les verbes liés au son et au bruit avec sona, rugit, résonner. Voilà. D'accord. Donc on Do- va avoir à la fois des verbes d'action, donc qui montrent l'agitation, le mouvement, etc. Et on va avoir pas mal de verbes liés au bruit, qui montrent également une autre forme d'agitation, mais plutôt sonore. Voilà. d'accord. Est-ce que tu avais repéré des choses par rapport au vers, etc., au rythme? Euh, je connais pas trop de choses sur la Euh, poésie, enfin sur ok. les. Mais si Alors, ce que j'avais enfin ce qui m'avait semblé, c'est que il y avait quand même une répétition de certains mots, oui, mots. à quel niveau dans le texte? Bah par exemple, bah si, bah il y avait les adverbes, je crois déjà.
Ouais, ça accélère le rythme, ça c'est vrai. Ça peut être pris en compte dans les vers. Ici, on a des propositions brèves, du coup des adverbes très très brefs, au vers 20 et 21 tout simplement avec tantôt. Et on a un rythme en 6 et 8 syllabes. Donc ça traduit les attaques répétées du moucheron. D'accord, Je pense que tu as remarqué qu'on a des vers beaucoup plus petits que d'autres. Et ça marque un petit peu, si tu veux, les actions très furtives, très rapides du moucheron. d'accord. Et les vers beaucoup plus longs, ça donne un petit peu l'état du lion. On a aussi un enjambement. Alors, je crois qu'on en a deux. On en a un ici et on en a un ici. Est-ce que tu vois ce qu'est un enjambement? Euh, Pas trop. Un enjambement, c'est, en fait, tu vois, ici, chaque phrase, elle finit par une ponctuation. Enfin, chaque vers finit par une ponctuation. Tu vois? La phrase, elle commence là, au début du vers, et elle se termine à la fin du vers. Ça, c'est un vers classique. Et un enjambement, du coup, c'est comme ici, 28-29. C'est tout simplement quand ta phrase, elle ne finit pas à la fin du vers, mais qu'elle continue sur le vers d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle un enjambement. Un enjambement, c'est comme, il faut vraiment que tu visualises la chose. Quand tu enjambes quelque chose, par exemple, tu enjambes un ruisseau, tu as un pied sur une rive et un pied sur l'autre. Bah, c'est exactement D'accord. pareil avec les Là, vers. ça enjambe finalement les vers. Voilà, la phrase, elle enjambe les vers, c'est ce qu'on appelle un enjambement. Et du coup, ça fait en sorte que quand tu lis, tu peux pas t'arrêter à la fin du vers, vu qu'il n'y a pas de ponctuation. Tu es obligé d'enchaîner avec le vers d'après. En plus, c'est la même phrase. Il faut que tu aies la fin de la phrase, sinon ça n'a aucune valeur sémantique ou grammaticale. Donc, tu dois continuer dans ta lecture sur le vers d'après, et ça fait que tu vas un petit peu accélérer la lecture. Donc, pareil, les enjambements, ça permet de donner du rythme, du mouvement au texte. D'accord. D'accord? Évidemment, ce que je dis, là, je suis pas du tout en train de l'écrire, mais je te l'ai déjà écrit sur un diaporama que je t'enverrai à la fin. Et tu peux prendre des notes au fur et à mesure si tu veux. Ok. Essaye de retenir ça. Un enjambement, c'est tout simplement quand la phrase commence sur le premier vers et finit sur le second. Mais du coup, sinon, j'avais une question. Mm. Est-ce que vous pouviez remonter? Merci. Mais au vers 30, euh, est-ce que du coup, c'est un enjambement comme il sonna la charge, il sonna la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin, je crois que c'est ça. Alors, non, ici, non, parce que tu vois qu'il y a de la ponctuation là. Donc Ok. grammaticalement, c'est une proposition indépendante. Donc elle fonctionne déjà toute seule. L'insecte du combat se retire avec gloire, c'est tout à fait compréhensible. Ils auraient pu mettre un point ici. Là, D'accord. pareil, on a une virgule, donc c'est vrai qu'une virgule, ça clôture pas une phrase, mais tout simplement, la proposition est indépendante. Un enjambement, ça sera vraiment quand la proposition, elle ne sera pas du tout indépendante, enfin qu'elle ne sera pas fine. Voilà. D'accord. Oui, le fatigue là-bas. Ah non, c'est fait dans l'autre. L'exemple, c'était Balère qui n'en peut plus, mais ça pourrait pas s'arrêter à mais dans la phrase du dessus. Ah, voilà. L'exemple que vous aviez pris. Voilà. Non, pourquoi? Tout simplement parce que le fatigue, tu vois ici que fatigue, c'est un verbe. Ok. Enfin, c'est un... Oui, c'est un verbe en fait. Et le sujet du verbe, il est où? Euh, le fatigue, bah, ce serait Qu'est-ce qu'il fatigue? le fatigue, bah, c'est le moustique. C'est la fureur extrême. Ah oui, mais du coup, c'est pas accordé. Ah oui, d'accord, oui, non, j'ai compris. D'accord. Si, et sa fureur extrême le fatigue. Ici, fatigue, du coup, c'est un verbe. Le sujet, il est sur le verbe précédent. Donc, ce qui montre que grammaticalement, c'est pas juste. On est obligé de continuer la phrase. Sa fureur extrême le fatigue. Ok. Et s'il y a un accord, du coup, tout simplement, c'est un E, enfin, présent de l'indicatif.
Et ici, conjugué à la troisième personne du singulier, donc en soi, grammaticalement, c'est correct. D'accord, Voilà. Pareil là-bas. Là-bas, du coup, le sujet, c'est la pure extraite. d'accord, Est-ce que c'est compris? Pareil là. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dents en la bête irritée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir quoi? Il n'y a pas de complément d'objet. Donc c'est assez d'accord. incompréhensible. Et le complément d'objet, il est là. Donc on a besoin de lire d'une traite les deux vers. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Nickel. Alors, par quel groupe nominaux le lion est-il désigné? Quel est l'effet produit? Donc là, on doit repérer vers 15 à 29 tous les groupes nominaux qui évoquent le lion indirectement. Donc 15 à 29, on sera sur tout ça. d'accord. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai trouvé quelques-uns. Dis-moi. Alors, déjà, le quadrupède, Ouais, donc, exact. Très bien. qui reprend le lion. Il y Oui. aurait aussi, donc dans la phrase, alors faut que je la retrouve, euh, lieu, le harcèle, tantôt le pique. Donc le, ça représente le lion. Ouais, mais c'est pas un groupe nominal. Ah oui, Alors, je t'aide un peu. Il y et en a un là. ah, ah oui, il y a kill griffe. Non, après. Ok. Là. La bête irritée. Ah la bête, ah oui, bah oui, c'est vrai. Ok, et il y en a un, du coup, dans cette partie-là, dans la dernière partie. Ah, ce serait pas le fatigue là-bas? Non, ce serait pas ça. C'est pas un groupe nominal. Non, pas sûr. Groupe nominal, c'est un nom, éventuellement un adjectif et un déterminant. D'accord.
Ah, se déchire lui-même? Non. Euh, C'est sur ce verre. Ce serait le malheureux lion donc ce serait C'est celui-là. le malheureux lion? Le malheureux lion. Tout simplement, c'est tout ce qui évoque le lion. Ok. Maintenant, on doit donner les effets de ces trois groupes nominaux. Pourquoi ne pas avoir dit tout simplement le lion, comme ça a été dit au début, et pourquoi passer un petit peu par des périphrases. Donc on a le quadrupède, la bête irritée et le malheureux lion. Quels effets ça donne sur le texte? Mhm. Je sais pas comment on pourrait le formuler, mais du coup, ce serait pas pour avoir. au- Enfin, au début, on voit pas, sa haine envers le moustique, et Oui, puis après, après, ouais, il fait pas pitié, mais bon, il est. c'est ça. C'est tout simplement, au début, le lion, c'était un animal assez fier, etc. C'était le roi des animaux. Et là, au fur et à mesure du texte, on prend un petit peu pitié, la bête irritée, le malheureux lion. Et ici, on utilise tout un tas de périphrases pour pas l'évoquer directement, comme si c'était devenu un animal parmi les autres, un anonyme, et c'est plus le lion, le roi, des animaux. D'accord. Il y a une forme de déshumanisation, enfin, comme si c'était quelqu'un de tout à fait banal, voire qui fait un petit peu pitié, comme tu l'as dit. Donc, en effet, ici, il perd sa posture de roi. Ce serait parce que le lion, finalement, il serait cité quand c'est le roi, c'est le, oui, le roi. Et Ouais, du coup, quand il se fait dominer par une bête plus petite, bah, du coup, il devient comme les, comme les, comme les autres animaux. voilà, c'est ça, il devient exactement comme D'accord. les... C'est tout bon. Euh, Quel est le retournement des situations raconté par cette fable? 30 à 34, je me souviens plus. Ah, bah, c'est ce qui, il se fait manger par l'araignée. Voilà, c'est tout simplement ça. Ok. Il fanfaronnait aux quatre coins de la savane et il s'est fait manger par l'araignée. Tout simplement. C'est ce qui est illustré ici. D'accord. Au cours de la fable, de quel défaut, alors là c'est au singulier, il faut en donner qu'un. De quel défaut le lion et le moucheron font-ils preuve tour à tour? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur l'ensemble de la fable. Bon, la fable, on l'a assez racontée, mais du coup, quel est le défaut du lion et du moucheron tout au long de la fable? Donc, Hum, le défaut qu'ils ont en commun. Donc, il faut en citer un c'est seul pour les deux. Ah, d'accord. Bah, c'est qu'ils sont pas. Alors, je sais pas où c'est cité dans le texte, mais ils sont pas humbles, quoi. Ils se vantent. Voilà, ils Le, sont le vantards. lion a son. Le lion se vante d'être le roi de la forêt, et à Oui, son tour, quand le moustique arrive à soumettre le lion, bah, du coup, le moustique se vante de pouvoir dominer des bêtes plus grosses que lui. exactement. Alors, tu pouvais mettre vantard, orgueilleux, etc. Mais tout simplement, c'est ça. Donc, la vantardise ou l'orgueil, ce sont des très bonnes réponses. D'accord. Comment comprenez-vous les deux enseignements que le fabuliste donne au lecteur? Non, alors c'est la fin. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire en réalité. C'est juste sur cette partie. Donc là, c'est vraiment l'intervention du fabuliste. Donc ici, c'est Jean de La Fontaine. Il nous donne un petit peu une leçon, une morale qu'on doit tirer de cette fable-ci. D'accord. Ah oui, donc c'est donc l'enseignement, ce serait que qu'il faut pas être trop orgueilleux. Ouais. Donc, par exemple, là, il nous le dit que j'en vois deux, dont l'une qui est entre. Ah, je vois pas trop. Qu'est-ce que tu vois pas? Le texte? Non, c'est juste parce qu'il faudrait. Je sais pas s'il est branché, mais j'ai pas beaucoup de luminosité sur mon PC. Ah, voilà. Ah. Quelque chose par là nous dit peut-être peut être enseigné. Donc, j'en vois deux, dont l'une est contre nausée. La première, tu Ah l'as oui. dit. Il faut pas être orgueilleux. Et la deuxième, Ah, donc il dit que
les plus petits insectes sont souvent pas les plus dangereux, mais les plus redoutables. Voilà, exactement, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il faut se méfier de nos ennemis les plus chétifs, les plus petits. Il faut justement se méfier de ceux dont on ne se méfie jamais, parce qu'ils, tout simplement, ils peuvent en profiter. Exactement, c'est très bien. Alors, on arrive à la fin de l'heure. Du coup, là, on a fini toute la partie interprétation et c'était plutôt positif, voire très D'accord, positif. Donc, je suis très contente. Tu as une bonne compréhension du texte. Tu as su répondre globalement à toutes les questions, même si j'ai dû parfois un petit peu t'aider. À la fin, tu as su répondre tout seul. Donc, d'accord. au niveau de la compréhension du texte, c'est très, très bien. On n'a pas pu faire la grammaire. Ah, ça va pas être pareil pour la grammaire. Du coup, je vais te demander, non pas de faire, etc., on va vraiment faire ensemble, mais juste, je vais t'envoyer le sujet et pour la prochaine fois, tu dois bien relire les questions de grammaire, essayer un petit peu de réfléchir, rien rédiger pour l'instant, on va le faire ensemble, je vais tout expliquer. Mais voilà, essayer de le lire en tout cas et de te poser quelques questions. D'accord? Ok, d'accord. Est-ce que ça va? Oui, Et je t'envoie tout ça sur WhatsApp. d'accord. Bon, moi, je te souhaite une très belle soirée et un bon week-end. Belle soirée à vous Bonne et soirée, au bon revoir. week-end. Au revoir.